RCN. Le son de la différence. Full santé mentale sur RCN avec Espoir 54, le CREPSI, la coordination du PTSM 54 et Bipolaire si tu savais. Bonjour et bienvenue dans l'émission Full Santé Mentale, l'émission qui chaque mois démonte les tabous et détricote les idées reçues concernant la santé mentale. Ce mois-ci, le sujet que nous allons aborder est le sujet de la bipolarité, et pour m'accompagner dans cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir avec nous Marie-Paul Pierrel. Bonjour Marie-Paul, comment allez-vous ? Bonjour Thomas. Très heureux de vous retrouver comme à chaque fois. Nous aussi. Marie-Paul, je rappelle que vous êtes la présidente de l'association Bipolaire si tu savais. Ça tombe bien, voilà, on est dans le sujet tout de suite. Avec nous également Stéphanie Petit, vous êtes la coordinatrice du PTSM 54. Comment allez-vous Stéphanie ? Très bien, ravie d'être de nouveau ici aujourd'hui. Avec grand plaisir, on peut rappeler en un mot ce qu'est le PTSM 54 ? Oui. Le projet territorial de santé mentale de Meurthe-et-Moselle qui rassemble l'ensemble des acteurs de la santé mentale pour garantir l'accès de tout un chacun à des soins de qualité, des parcours de vie et de santé mentale de qualité. Avec nous également, pour parler aujourd'hui de bipolarité, nous allons nous recevons Benjamin Nasri. Vous êtes le président de Alipsy, l'association lorraine des internes en psychiatrie. Bonjour. Bonjour. Également avec nous, Renaud Cohen. Vous êtes neuropsychologue au centre expert des troubles bipolaires porté par le CPN. Oui, bonjour. Bienvenue à vous. Et puis on a également le plaisir d'accueillir avec nous aujourd'hui Olivia Desmazières. Je dis pas de bêtises. C'est bien ça. Bon, et vous allez nous raconter votre parcours de vie, puisque vous-même souffrez de troubles bipolaires. Tout à fait, et je vous remercie de m'inviter pour contribuer à détricoter les idées reçues. C'est le but de l'émission, et vous allez voir qu'aujourd'hui, je suis allé chercher quelques-unes des idées reçues les plus fréquentes, et je pense qu'on aura l'occasion de les démonter ensemble. Pour commencer l'émission, comme à chaque fois, on est allé dans la rue. Vous avez posé des questions, Marie-Paul, Stéphanie. Première question qui a été posée dans la rue. Eh ben, c'était, connaissez-vous le terme bipolaire ? Et si oui, qu'est-ce que ça évoque pour vous ? On écoute. Ça évoque quelqu'un qui a des troubles de comportement qui le mènerait d'une mélancolie très profonde à une euphorie intense. Étant étudiant infirmier, oui, ça fait partie de mon cursus du coup. C'est un dérèglement au niveau du cerveau qui fait perdre conscience à la personne de la réalité ou non. Par des difficultés autant sociales que dans le travail, que du coup dans la vie professionnelle, dans la vie intime et de manière générale dans la vie de tous les jours. Pour moi, la bipolarité, c'est un trouble, pas de l'état d'esprit, mais une différence d'état d'esprit prononcée, je veux dire. On peut passer de la joie à la tristesse assez rapidement. Un trouble des émotions. Oui, je le connais. C'est la nouvelle appellation pour les troubles maniaco-dépressifs, non ? Il me semble. Oui, moi aussi. Ça évoque pour moi des personnes de mon entourage qui ont été diagnostiquées. Ils ont une vie tout à fait normale, mais quelquefois quand même un traitement, et en tout cas, je dirais une sorte de souffrance lente, discrète, présente, une sorte de handicap un peu particulier. Des personnalités qui passent de périodes très actives, un peu excitées, à des périodes de dépression et de repli sur soi. Ce que j'en sais, c'est que c'est très pénible et pour la personne et pour l'entourage, qui ne sait jamais qui ne peut pas forcément prévoir les périodes, chacune des périodes, voilà. Et donc, comment adapter le comportement, comment comprendre. Ouais, plutôt bien. Tu t'es entendu aussi ? Ça dépend si on connaît le sujet juste comme ça. On fait un peu passer les bipolaires pour des fous, mais si on s'intéresse un peu plus au sujet, on comprend que c'est une vraie maladie et les vrais troubles qu'il y a derrière. Ça dépend vraiment du niveau de la personne. C'est une personne qui a une ou plusieurs personnalités et qui gère pas forcément quand vient l'une, quand vient l'autre. Oui, bien sûr, je connais puisque je suis médecin, donc la psychose médiaco-dépressive, initialement c'était la terminologie qu'on employait, mais un petit peu trop restrictive, et donc le terme bipolaire est maintenant celui qu'on utilise définitivement. Oui, et donc effectivement des troubles mentaux extrêmement fréquents, plutôt axés sur un seul sens. Souvent c'est bipolaire, mais en fait c'est souvent monopolaire, dépressif, plutôt que axé maniaque, etc.
Alors, beaucoup de choses ont été dites et je crois qu'il y a quelques bonnes réponses dans l'histoire. Marie-Paul, vous pouvez nous en dire un peu plus ? Je ne sais pas s'il y a des bonnes et des mauvaises réponses, mais en tout cas, vous avez pu entendre que les personnes interrogées ont toutes pu dire que les troubles bipolaires se caractérisent par une alternance, c'est un mot qui revient souvent, entre des périodes de mélancolie profonde, de tristesse, de dépression, de repli sur soi, et d'autre part, des périodes de joie, d'euphorie intense, des périodes très actives, excitées même, dit quelqu'un. Ce qui fait dire à une personne que les troubles bipolaires, c'est avoir une ou plusieurs personnalités. Oui. Donc on reviendra là-dessus. Est-ce qu'on peut dire vraiment, est-ce qu'on peut interpréter les choses comme ça ? Pour les personnes interrogées aussi, il s'agit d'un trouble des émotions, du comportement. Il s'agit de troubles mentaux. Et ces personnes expliquent comme un dérèglement au niveau du cerveau qui fait perdre conscience de la réalité. Il y est question de souffrance aussi. D'une vraie maladie et d'un handicap. Voilà, donc on vous posera la question, est-ce qu'on peut parler de handicap ? On en reparlera effectivement tout à l'heure. Oui. Et tout ça amène à réfléchir aux répercussions des troubles bipolaires sur les rapports d'une personne concernée avec son entourage. Il y a beaucoup de réponses qui tournent autour du rapport avec l'entourage. C'est pénible pour tout le monde, dit quelqu'un, ça déclenche des difficultés dans la vie de tous les jours, dans tous les domaines de la vie. Entre autres parce que c'est imprévisible, on ne sait pas comment adapter son comportement face à quelqu'un qui en souffrirait. Ça, c'est important, puis c'est une remarque encourageante parce que la personne qui dit qu'elle souhaiterait comprendre, elle ne juge pas. C'est exact. Et cette même réponse montre bien le désarroi de l'entourage, qui se sent plutôt impuissant. Donc, on aimerait bien vous écouter parler aussi du rôle de l'entourage. Et pourtant, le médecin interrogé qu'on a entendu à la fin dit que ces troubles sont extrêmement fréquents dans la société. Ce qui sous-entend qu'il faudrait peut-être, il devrait y avoir une meilleure information ou une meilleure compréhension à ce sujet. Et c'est un peu le but aussi de l'émission, de mieux le comprendre et de mieux l'expliquer. La deuxième question qui a été posée dans la rue, Stéphanie ? Selon vous, comment se manifestent les troubles bipolaires ? Quels en sont les signes et les symptômes ? Les signes ils sont difficiles à prévoir, c'est la difficulté de communiquer, enfin d'avoir une relation, c'est pas de communiquer, mais c'est plus d'avoir une relation avec les personnes, de savoir comment, d'anticiper et de pouvoir être à l'écoute, c'est-à-dire au même niveau, disons, de compréhension de ce que la personne vit. Faire preuve d'empathie en fait. Par différentes phases, des phases dépressives, des phases justement maniaques, c'est souvent les dépenses un peu outrageuses, comportement à risque, au niveau sexuel apparemment aussi. Donc ce genre de choses pour la phase maniaque. Oui, mais j'en connais pas trop, genre un terme psychologique. Et la première fois je l'ai entendu, c'était dans une série. Du coup, j'en connais pas vraiment dans le bon sens. Mais j'ai l'impression qu'il passe par des yo-yo de suractivité, de sous-activité, une sorte de vie tendue en yo-yo comme ça de tous les jours, presque dans l'heure même d'ailleurs. Oui, pour moi ça évoque une vulnérabilité à des changements d'humeur d'une amplitude suffisamment importante pour que ça vienne troubler la vie quotidienne des personnes qui en souffrent. Ça semble être des changements d'humeur d'une ampleur handicapante. Alors il y a un risque qui est révélé depuis quelques décennies par la prise de toxiques, et en particulier le cannabis, qui est en fait non pas la cause, mais la révélation, probablement, c'est ce qu'on pense, de la pathologie sous-jacente. Mais c'est la cause principale. Mais tout élément traumatique peut aussi déclencher ce genre de pathologie psychiatrique. Le cannabis, on en reparlera sans doute. Est-ce que c'est une cause, une conséquence ? En attendant, Stéphanie, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce micro-trottoir ? Eh bien, que les réponses sont quand même assez unanimes. Une bonne partie des personnes pensent que les troubles de la bipolarité se manifestent par différentes phases, avec des passages successifs, presque dans l'heure, comme une des personnes a dit. Dira l'un d'entre eux d'une phase dépressive à une phase maniaque. Ce serait un yo-yo entre suractivité et sous-activité, des changements d'humeur répétés. Avec une mise en danger en adoptant des comportements à risque, des conduites addictives, une sexualité débordante, semble-t-il.
d'une consommation de cannabis, comme tu le disais. Alors, qu'en est-il? Est-ce que nos experts présents aujourd'hui pourront nous en dire un petit peu plus sur la question? Est-ce que la consommation de cannabis peut déclencher une bipolarité? Est-ce que la bipolarité peut-elle se résumer à un passage successif entre phase maniaque et dépressive? Et est-il vrai que les personnes atteintes de bipolarité ont souvent recours à des conduites à risque? C'est une question qu'on posera effectivement tout à l'heure. La troisième et dernière question que vous avez posée dans la rue? Eh bien, c'était demander aux personnes interrogées quels sont les risques et les facteurs qui, d'après elles, peuvent favoriser l'apparition du trouble. Et même, peut-être, on leur a demandé, est-ce que vous pensez que vous seriez à risque un jour de déclencher les troubles bipolaires? Peut-être. Après, je ne sais pas s'il y a des facteurs génétiques prédisposants. Je ne suis pas sûr parce que c'est une maladie qui, à mon âge, n'est pas la plus fréquente, mais plutôt chez le jeune ou l'adulte moyen. Écoutez, je fais en sorte d'équilibrer ma vie par des activités, par le contact avec autrui, par l'expression aussi de ce que je ressens, autant de la joie que de la tristesse. Donc j'espère évacuer tout ça par une hygiène de vie globale. Pas seulement une hygiène de vie au niveau alimentaire, mais une hygiène de vie en général, quoi. C'est-à-dire pas rester avec ses problèmes si c'est possible. Parfois c'est difficile de les exprimer. Je pense l'isolement social dans un premier temps. Et puis les risques pour les plus ardus, je pense que jusqu'au suicide peut-être, au niveau des risques. Je veux dire, le suicide n'est pas une fatalité pour tous les maniaco-dépressifs, enfin tous les gens qui souffrent de bipolarité. Mais c'est un risque à prendre en compte. Je pense. C'est pas fermé, ouais. C'est comme la dépression pour moi, ça peut toucher tout le monde en fonction de notre sensibilité, du contexte actuel, ce que l'on vit dans notre vie. Ça peut venir à n'importe quel moment, je pense. Mais chez certains, c'est peut-être plus développé que d'autres. J'en connais pas trop, mais je pense que ça pourrait être génétique aussi. Ça peut apparaître, comment ça apparaît. Enfin, maintenant, avec les progrès des neurosciences, on commence à voir des possibilités de diagnostic assez précoces, mais bon, on ne sait pas exactement. Voilà, plein de choses ont été dites dans cette partie sur les facteurs et les risques. Marie-Paul, qu'est-ce qu'on en retient? Donc après avoir commenté les manifestations des troubles bipolaires, les personnes s'interrogent sur leur cause et le terme génétique est revenu plusieurs fois. Il y a des facteurs génétiques qui prédisposeraient à avoir ce trouble. Donc vous nous expliquerez aussi ce qu'il en est de ce facteur génétique qui fait que certaines personnes sont plus à risque que d'autres. Et il y aurait aussi d'autres facteurs que le facteur génétique. On a une petite liste, l'âge, c'est-à-dire que plus on est jeune, plus le risque serait élevé de développer des troubles bipolaires. Et on a entendu le médecin en retraite qui dit qu'il pense qu'à son âge, la probabilité est assez faible. La sensibilité aussi, les personnes très sensibles sont plus à risque que d'autres. Et le contexte social joue un rôle, notamment l'isolement social, qui ne serait pas bon pour une vie équilibrée. Et alors, quelle que soit la situation de la personne, ça peut arriver à tout le monde, dit quelqu'un, c'est comme la dépression. Et une personne évoque aussi une conséquence grave, qui est le risque suicidaire, qui serait très élevé pour cette pathologie. Vous nous expliquerez ce qu'il faut en penser aussi. Et pour contrer tous ces facteurs de risque, on peut veiller à un équilibre de vie, une hygiène, avoir une bonne hygiène de vie, des activités. On a entendu cette dame qui décrivait les rapports sociaux, l'expression de ses ressentis comme la joie et la tristesse, pour ne pas les garder à l'intérieur de soi. Donc cette hygiène de vie est-elle vraiment importante face à une maladie? Eh bien, c'est toutes les questions qu'on va vous poser dans un instant. Benjamin Nasri et Renaud Cohen, on a envie d'en savoir plus sur la bipolarité. Je vous propose juste que, voilà, le temps que tout ça fasse un peu son travail, on écoute Pharrell Williams. Alors là, c'est notre témoin, Olivia, qui a choisi ce titre. Olivia, un petit mot sur ce titre, Happy. Pourquoi vous avez choisi ce titre? Plein de pulse et de positivité. Eh ben, on l'écoute maintenant et on va partager cette positivité. On est ensemble sur RCN dans Full Santé Mentale. 10h, 11h. Full Santé Mentale sur RCN avec Espoir 54, le CREPSI, la coordination du PTSM 54 et Bipolaire si tu savais.
Aujourd'hui, nous abordons tous ensemble la thématique de la bipolarité. Je le rappelle, pour nous accompagner dans cette émission, nous avons le plaisir d'accueillir Benjamin Nasri. Vous êtes le président de Alipsy, l'association lorraine des internes en psychiatrie, ainsi que Renaud Cohen. Vous êtes neuropsychologue au Centre expert des troubles bipolaires. C'est au CPN, si je dis pas de bêtises. C'est bien ça. Est-ce que d'abord, pour commencer, j'ai un neuropsychologue autour de la table, un interne en psychiatrie. C'est quoi la différence entre un psychologue et un psychiatre ? Je pense que la première différence entre un neuropsychologue et un psychiatre, c'est d'abord la formation initiale. Nous, psychiatres, on est issus d'une formation médicale, c'est-à-dire qu'on a 6 ans en commun avec les autres spécialités, les chirurgiens, les médecins généralistes, les gynécologues, on a 6 ans en commun avec eux. Et c'est seulement après, à partir de la 7e année, donc pendant l'internat, qu'on se spécialise donc dans la psychiatrie. On a déjà des notions, bien évidemment, de la discipline, mais on la met en pratique, on la découvre à travers les stages. Et c'est à partir de là donc qu'on commence cela. La formation, je pense, en psychologie est très différente que la formation médicale que nous avons de notre côté. Et derrière, nous, cette formation médicale nous permet donc d'accéder à la prescription et donc d'avoir un regard parfois médicamenteux sur les problématiques, pas seulement médicamenteux, parfois psychothérapiques, côté qu'on partage avec les psychologues. Mais c'est vrai que la tendance des psychiatres et des psychologues a tellement se diversifier qu'aujourd'hui, la différence est de plus en plus fine, je trouve. Tout à fait. La différence essentielle, c'est la possibilité de prescrire un traitement qui est réservé aux médecins et donc aux psychiatres. Et le psychologue, lui, va être plus dans les entretiens cliniques, dans la passation de tests, dans la passation de questionnaires, dans la psychothérapie également, dans la prise en charge. On a une formation en sciences humaines plutôt que médicale. Et alors du coup, je suis patient. Je vais voir comment je sais si je vais voir un psychologue ou un psychiatre. Ça dépend beaucoup de quel trouble vous pensez souffrir. Par exemple, si c'est un trouble grave type trouble bipolaire, phase maniaque, par exemple, une phase avec beaucoup d'excitation, d'exaltation, d'euphorie, vous allez plutôt passer par les urgences. Très souvent, lors d'une première décompensation maniaque, il va y avoir un passage par les urgences. Donc là, a priori, vous allez être hospitalisé en psychiatrie et donc vous allez être suivi par un psychiatre. Le psychologue, vous le verrez peut-être au cours de l'hospitalisation, mais il n'aura pas un rôle central au début de la prise en charge. Et quoi qu'il en soit, dans le cadre du suivi d'un patient atteint de trouble bipolaire, il faut un psychiatre puisqu'il y a une prise en charge médicamenteuse et cette prise en charge médicamenteuse ne peut être gérée que par un médecin, donc un psychiatre de préférence. Donc si on comprend bien, il y a une complémentarité, notamment, et on va venir maintenant au trouble bipolaire, mais il y a une complémentarité entre l'action du psychologue et du psychiatre. Tout à fait. C'est exactement ça. Et j'ajouterais que si des personnes doutent justement sur le fait de consulter un psychologue ou un psychiatre, il ne faut pas s'inquiéter par rapport à ça, car l'un et l'autre, ça vont rediriger vers la complémentarité quand c'est nécessaire, en tout cas. Alors aujourd'hui, on aborde la thématique de la bipolarité. On a entendu tout à l'heure ce que les gens dans la rue disaient de cette maladie. On s'est rendu compte, d'ailleurs, on en parlait un petit peu hors antenne, que globalement, il n'y a pas une si grande méconnaissance que ça du trouble bipolaire. En tout cas, les gens semblent trouver des mots qui ressemblent de près ou de loin à ce qu'est ce trouble. Oui, effectivement, Benjamin Nasri. On sent que les gens ont une idée plus ou moins assez précise de ce que c'est le trouble bipolaire. Du moins, j'ai l'impression que les choses évoluent dans le bon sens par rapport à ce qu'on pouvait entendre il y a quelques années. Avec les clichés que pouvait porter le terme psychose maniaco-dépressive. C'est vrai que j'ai l'impression, au vu de ce qu'on a entendu de ce micro-trottoir, qu'on est assez loin. Alors de votre point de vue de médecin, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ce qu'est le trouble bipolaire par rapport à tout ce qu'on a pu entendre? Tout à l'heure, si je reprends, on a entendu des gens qui nous disaient qu'on passait effectivement de la mélancolie à l'euphorie par exemple, qu'il y avait une différence d'état d'esprit qui pouvait être rapide, plus ou moins rapide. Vous, en tant que médecin, Benjamin Nasri, comment vous définissez le trouble bipolaire? Si on doit définir simplement le trouble bipolaire, on dirait qu'il s'agit de variations excessives de l'humeur qui sont vraiment induites par la maladie. C'est pas une histoire de caractère, c'est pas une histoire de fragilité, c'est pas une histoire d'état d'esprit, c'est vraiment la maladie qui induit des variations d'humeur avec une alternance de phases parfois basses, qu'on peut appeler phase dépressive, avec toute la symptomatologie dépressive, donc le repli sur soi, la tristesse, le perte de plaisir dans les activités du quotidien, mais aussi parfois l'alternance de phases
entre guillemets hautes, qu'on peut appeler phase hypomaniaque ou phase maniaque, qui sont cette fois-ci des phases de joie, d'euphorie, d'exaltation, d'hyperactivité, d'infatigabilité. On ne se fatigue pas pendant ces phases. Et ces phases peuvent, sur le papier, avoir l'air d'être enviables, mais elles peuvent donner lieu à des conséquences qui, elles, peuvent être dommageables pour les patients. Sachant que cette alternance de phases se fait parfois avec des périodes de stabilité pouvant aller de plusieurs années. Il y a autant de troubles bipolaires qu'il y a de patients bipolaires en soi. Comment on arrive à diagnostiquer le trouble bipolaire? Parce que vous le dites, si j'entends bien, il y a ce moment où globalement on est au fond du trou, enfin j'espère que j'utilise les bons termes, et là où globalement c'est peut-être le moment, c'est ce que vous appeliez peut-être d'ailleurs la décompensation, c'est ça, tout à l'heure j'entendais ce mot-là. Est-ce que c'est bien ça la décompensation? C'est le moment où on est dans la phase où on n'est pas bien du tout? La décompensation, c'est une phase où on présente l'ensemble des symptômes, soit d'une phase dépressive, c'est-à-dire la tristesse, l'incapacité à éprouver du plaisir, la fatigue, les insomnies, les troubles de la concentration, tous ces symptômes qui sont associés à la dépression. Et inversement, ça peut être la manie ou l'hypomanie. Et l'hypomanie, c'est une phase atténuée de phase maniaque. La phase maniaque, c'est là où on a l'exaltation, l'euphorie, l'irritabilité. Voilà, ce que vous avez déjà décrit. Donc la décompensation, c'est ce type d'épisode qui n'intervient que par moment dans la vie du patient atteint de trouble bipolaire. C'est-à-dire qu'il va avoir des périodes de décompensation et des périodes où il va fonctionner relativement normalement, voire normalement, ça dépend des gens. Ils peuvent présenter des symptômes résiduels, mais le plus souvent, ils peuvent atteindre un niveau de fonctionnement possiblement se rétablir. Voilà, justement. L'objectif de la prise en charge, c'est de viser le rétablissement, la capacité à la fois accepter la maladie, prendre en charge ce trouble, tout en commençant à comprendre que malgré cette maladie, une vie est possible, qu'on peut avoir des objectifs dans la vie, qu'on peut réaliser des choses dans sa vie. Voilà, c'est ça le principe du rétablissement. Mais à quel moment, des gens qui nous écoutent peut-être vivent ces phases peut-être de dépression, d'intense dépression, et se rendent compte que parfois ça va mieux. Mais à quel moment est-ce qu'ils vont se dire c'est le moment qu'il faut que j'aille consulter, et surtout à quel moment on arrive à diagnostiquer le trouble? Je pose la question. On a déjà eu ici dans cette émission des gens qui souffraient du trouble bipolaire et qui nous disaient que ça a été très rapide de le diagnostiquer. Il nous a fallu 7 ou 8 ans. C'est quelque chose que je trouve toujours ahurissant. Donc je vais vous poser la question, mais c'est encore plus cash. Est-ce que c'est normal qu'aujourd'hui on mette autant de temps à diagnostiquer la maladie? Docteur Nasri. L'essence même de la maladie, qui est donc une alternance donc, de périodes différentes, de périodes avec une humeur qui est soit haute, soit basse, soit stabilisée, implique que le diagnostic mette du temps. C'est-à-dire que pour objectiver, pour se rendre compte qu'il y a cette alternance de périodes, il faut effectivement parfois plusieurs mois, plusieurs années et plusieurs psychiatres parfois. On passe parfois devant plusieurs psychiatres avant de pouvoir poser le diagnostic de trouble bipolaire. Donc oui, effectivement, c'est un challenge diagnostique, et même si les choses ont tendance à aller dans le bon sens, ça reste quelque chose de périlleux pour les psychiatres et pour les psychologues, je pense. Il faut savoir également que le trouble commence, la médiane, c'est-à-dire il y a 50% des patients qui commencent leur trouble avant 18 ans. Et un autre problème, c'est que très fréquemment, les patients commencent par une dépression. Or, une dépression ne suffit pas à poser le diagnostic de trouble bipolaire. Parce que vous posiez la question du diagnostic, elle se fait de manière clinique, notamment en faisant ce qu'on appelle l'anamnèse, c'est-à-dire en retraçant l'histoire de vie du patient, en retraçant les différentes périodes qu'il a vécues, les différents épisodes qu'il a pu traverser. Et grâce à ça, on va poser le diagnostic. Et pour ça, il faut au moins une dépression et une phase hypomaniaque, si on est dans une certaine forme du trouble bipolaire, ou alors une phase maniaque. Si ça commence par une phase maniaque, dans ce cas-là, on peut poser directement le trouble bipolaire, mais ce n'est pas le plus fréquent. Donc voilà, il y a ces deux difficultés-là. C'est plus facile du coup, si je vous entends bien, Renaud Cohen, c'est plus facile de diagnostiquer le trouble bipolaire sur une phase maniaque que sur une phase dépressive du coup? Quelque part, c'est plus violent, plus
intense, la phase maniaque. Et donc, quelque part, généralement, un patient qui est atteint de phase maniaque va être hospitalisé. Alors qu'un patient qui a une phase hypomaniaque ne sera pas hospitalisé. Parce que un des critères de définition de la phase hypomaniaque, c'est qu'il n'y a pas d'altération grave du fonctionnement. Donc, on peut très bien vivre une phase hypomaniaque et rencontrer aucun professionnel de santé. Par contre, on va les voir quand on est déprimé. Et c'est ça le problème, en fait. Les professionnels vont les voir quand ils sont déprimés et ils peuvent passer à côté de phases où ils étaient hypomaniaques dans le passé. Vous nous avez parlé il y a quelques instants de l'âge, d'ailleurs je rebondis là-dessus, on l'entendait tout à l'heure, et vous le disiez Marie-Paul en rappelant le micro-trottoir, mais est-ce que l'âge est un facteur sur le trouble bipolaire? Est-ce que quand on dit, j'entendais le médecin tout à l'heure qui disait moi je suis maintenant d'un certain âge, ça risque moins de m'arriver, c'est vrai ça ou pas? Alors classiquement, la maladie bipolaire a tendance à être découverte entre 15 et 25 ans, classiquement. D'accord. Après, au-delà de cela, elle peut arriver à tout âge. Il y a des troubles bipolaires chez l'enfant, c'est extrêmement rare, mais cela existe. Et ça peut également se manifester à partir de 60, 70 ans. Ça peut arriver à tout âge, même si classiquement, effectivement, c'est vers la fin de l'adolescence, le début de l'âge adulte. Donc on est tous concernés. Donc on est tous concernés. C'est ça. On est tous concernés, ça peut arriver à n'importe qui. Voilà, donc bien rester ouvert à cette analyse qu'on peut avoir aussi de notre vie globalement. Il y avait d'autres choses, on entendait tout à l'heure parler, alors je cherche les feuilles où j'ai écrit ces choses-là, mais on parlait tout à l'heure de la sexualité par exemple qui est plus débridée. Est-ce que ça fait partie des choses qui sont vraies? Est-ce que du coup le trouble bipolaire, comment j'allais dire, développe un petit peu ces phases un peu excessives? Dans la phase maniaque, typiquement, il y a des conduites excessives, ce qu'on appelle des conduites à risque, qui peuvent être des conduites, des relations sexuelles non protégées, par exemple. Oui. Ça peut être également rouler plus vite en voiture. Ça peut être consommer des substances et rouler en voiture, par exemple. Ça peut être tout un ensemble de conduites à risque. Dépenser beaucoup d'argent. Oui, dépenser beaucoup d'argent, classiquement. Ça, d'ailleurs, ça peut être pris en charge si le diagnostic est fait assez tôt. Le médecin, mais ça, c'est plutôt Benjamin qui pourrait en parler, il peut faire une procédure qui s'appelle la sauvegarde de justice qui permet d'annuler certains achats si évidemment les achats sont pas, si le patient n'a pas eu un accident avec la voiture par exemple, s'il rend la voiture, il peut être remboursé puisqu'on considère qu'il a fait cet achat dans un état qui n'était pas un état normal pour cet individu. Tout à l'heure aussi, on entendait parler de la génétique. Est-ce que la bipolarité, c'est quelque chose qui se transmet génétiquement ? On va dans les clichés, hein. Je vous l'ai dit, on va aller dans les clichés, on va aller et on va en parler ensemble, c'est important de le dire. Et ben, là aussi, justement, oui, ils ont raison, il y a une part génétique dans la bipolarité. Alors, il faut déjà savoir que la bipolarité, on a des très fortes présomptions sur les origines médicale de la maladie, mais on n'a absolument pas de consensus pour le moment. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a environ 60% de la maladie qui a une origine génétique. Alors attention, ça ne veut pas forcément dire que si une personne atteinte d'un trouble bipolaire a un enfant, que cette personne aura forcément le trouble bipolaire. Par contre, ça veut dire que son risque d'avoir le trouble bipolaire sera augmenté par rapport à la population générale. Donc oui, il y a une part génétique à la maladie bipolaire. Est-ce que l'hygiène de vie globale permet de limiter le trouble bipolaire ? On l'a entendu aussi tout à l'heure. Alors ça, c'est plutôt une fois que la maladie est déclarée, avoir une bonne hygiène de vie a tendance à protéger le patient des rechutes dépressives et maniaques. Donc on peut travailler, c'est un des travaux de la psychothérapie, sur ce qu'on appelle les rythmes de vie, c'est-à-dire manger à heure fixe, dormir suffisamment, bien sûr, parce que très souvent, un mauvais sommeil est un facteur de risque de décompensation, de rechute. Donc oui, travailler sur les rythmes, c'est extrêmement important. Bon, il existe, j'imagine, des tas de choses à faire qui accompagnent justement le trouble bipolaire pour aller vers la... Alors, c'est pas la guérison, j'ai toujours du mal à retrouver le rétablissement. Merci beaucoup. Mais avant de les aborder, je vais vous citer quelques-unes des idées reçues que j'ai pu trouver et je vous propose qu'on y réponde assez rapidement. Vous voulez bien qu'on fasse cet exercice-là ? Le trouble bipolaire ne touche que les femmes. Vrai ou faux ? Faux. Une personne qui change d'humeur souvent et sans raison est bipolaire. Faux. Il ne faut pas confondre la bipolarité et être lunatique. Justement, alors c'est vraiment une des choses qu'on entend très souvent. Le trouble bipolaire sont héréditaires, on y a répondu à quelques instants. Les femmes bipolaires ne peuvent pas avoir d'enfants.
J'en ai 3. Merci Olivia d'y répondre effectivement. Les personnes bipolaires ne peuvent pas mener une vie normale. Bah là on va le vérifier dans un instant par votre témoignage Olivia et on va voir que justement c'est tout l'inverse. Donc on peut dire faux. Très bien. C'est un grand faux. La bipolarité ne se soigne pas. C'est faux. C'est faux. C'est la maladie du siècle. Non. C'est faux. Et enfin si j'étais bipolaire je le saurais. C'est faux. Et voilà. Donc on a beaucoup de faux effectivement. Revenons justement sur c'est une maladie qui ne se soigne pas. On l'a bien entendu, le rétablissement existe. Qu'est-ce qu'on fait pour aller vers un rétablissement ? C'est quoi les solutions que vous proposez, Benjamin Nasri ou Renaud Cohen qui veut prendre la parole sur ce sujet ? Alors tout d'abord, on en a parlé, il faut rentrer dans le parcours de soins. C'est d'abord avoir un diagnostic, c'est déjà le premier pas vers le rétablissement, parce que derrière, on parle de difficulté diagnostique, une grande partie n'est pas diagnostiquée. C'est une maladie qui est sous-diagnostiquée. Donc derrière, une fois cette première étape passée, derrière, ça passe par un traitement parfois médicamenteux, donc il y a une classe thérapeutique, une classe de traitement qui permet justement de stabiliser cette alternance de phase, en tout cas d'aider à la stabilisation. Et effectivement, l'autre grande partie du traitement, tout aussi cruciale que le médicament, c'est la partie hygiène de vie. La partie justement donner justement des clés pour avoir des routines quotidiennes, pour avoir des routines de sommeil, pour éviter justement des facteurs de stress qui peuvent être source de rechute. Aussi, apprendre aussi à chaque patient à connaître sa maladie, à apprivoiser sa maladie, à reconnaître les signes annonciateurs de rechute. Et justement, toutes ces choses-là, mis bout à bout, peuvent amener progressivement un rétablissement. Donc, si j'entends bien, Renaud Cohen, il faut aussi beaucoup s'écouter, travailler sur soi. Oui, puis une étape essentielle dans la prise en charge, c'est ce qu'on appelle la psychoéducation ou éducation thérapeutique, qui vise à faire du patient ce qu'on appelle un expert de sa propre maladie. C'est ce qu'on dit habituellement. Et l'idée, c'est que le patient apprenne ce qu'est le trouble bipolaire, mais pas d'une manière théorique, mais de manière à l'appliquer à son propre vécu et à comprendre que ce qu'il a vécu, c'était révélateur de ce qu'on appelle habituellement un trouble bipolaire, et donc d'isoler les symptômes de la phase maniaque, de la phase dépressive, isoler également les signes précurseurs qui sont très importants, puisque ça permet au patient de se rendre compte qu'il va décompenser et de faire en sorte d'éviter potentiellement de décompenser. Donc tout ça, ça passe par une meilleure connaissance de soi, et l'éducation thérapeutique peut contribuer à ça. Quel est le rôle de l'entourage aussi ? On aura tout à l'heure le témoignage d'Olivia qui nous racontera aussi son parcours de vie, et je pense que l'entourage, on en reparlera aussi. Mais pour vous, les professionnels que vous êtes, je rappelle, Benjamin Nasri, vous êtes président de l'association Lorraine, je dis pas de bêtises, des internes en psychiatrie. Vous, Renaud Cohen, vous êtes neuropsychologue. Du coup, quel est le rôle de l'entourage pour quelqu'un qui souffre de troubles bipolaires ? Je pense d'abord que l'entourage a un rôle de compréhension. Il y a effectivement apprendre à connaître la maladie, apprendre à connaître que c'est pas source de c'est pas signe de mauvais caractère, que les fluctuations d'humeur ne sont pas signe de mauvaise volonté de la part de l'individu, que ce n'est pas de son fait. Et derrière, il y a trouver l'équilibre entre aider la personne à justement objectiver ces périodes, objectiver que là on est en train de partir sur une phase basse et on est en train de partir sur une phase hausse, mais sans en devenir étouffant, et c'est quelque chose de très périlleux dans l'entourage, cet équilibre à trouver. Et je trouve, il y a un film qui le manifeste très bien qui s'appelle Les Intranquilles, que je vous recommande, où justement parfois on oublie que les personnes atteintes d'un trouble bipolaire peuvent avoir aussi des coups de mou, peuvent avoir aussi des coups de joie qui sont complètement indépendants de leur maladie. Et derrière, ne pas justement être surprotecteur sur cela et considérer que chaque coup de joie est forcément annonciateur d'une phase haute et que chaque coup de mou est annonciateur d'une phase basse. Donc trouver cet équilibre qui est très difficile, mais qui ne doit pas être porté que par l'entourage. Je pense que l'entourage ne doit pas tout porter, d'où la prise en charge médicale rapprochée. Tout à fait. Et puis, dans l'éducation thérapeutique dont je parlais, on peut tout à fait accueillir les proches des patients, ce qui peut leur permettre de mieux connaître la maladie. Je propose que dans un instant, nous écoutions le témoignage d'Olivia. Le temps peut-être juste d'écouter... alors là, on va écouter Queen, Bohemian Rhapsody. Je crois que c'est vous, Benjamin Nasri, qui avez choisi ce titre. Pourquoi ?
J'aime toujours bien poser la question, j'aime toujours bien savoir pourquoi on écoute cette chanson dans l'émission. Je trouve que ça donne la pêche. Je trouve que ce titre donne la pêche. Eh bien, on l'écoute maintenant dans Full Santé Mentale sur RCN. Bienvenue sur RCN, on vous ramène tout en douceur sur le titre de Queen. On est toujours dans l'émission Full Santé Mentale. Jusqu'à 11h, Full Santé Mentale sur RCN. Avec Espoir 54, le CREPSI, la coordination du PTSM 54 et Bipolaire si tu savais. Et ce matin dans l'émission, on parle donc des troubles bipolaires. Alors, deux chiffres quand même très importants à citer, que 2,5% de la population souffre de troubles bipolaires. Et encore, en discutant un peu hors antenne, on s'aperçoit que c'est 2,5% qui en souffrent, mais il y a à peu près 10% ça qui pourront en souffrir avec des troubles atténués, si j'ai bien compris. Alors oui, en fait, les 2,5% concernent les troubles bipolaires tels qu'on l'appelle au sens complet, au sens clinique où il y a vraiment tous les symptômes. Ouais. Derrière, on parle de plus en plus d'un spectre avec des maladies plus atténuées, sans tous les symptômes. Et oui, là, on pourrait atteindre sans certitude 10% de la population. Ok. Et puis parmi les personnes qui souffrent de troubles bipolaires, 15% mettent fin à leur jour chaque année, c'est ça, Marie-Paul ? C'est ça, c'est le chiffre retenu. Donc c'est un chiffre quand même qui est très important, d'où l'importance de parler ce matin de ce trouble bipolaire. Si vous le permettez, je me tourne maintenant vers Olivia, qui est notre témoin. Merci Olivia d'avoir accepté d'abord l'invitation de cette émission. Et on avait envie que vous nous racontiez un peu, vous, votre parcours. Donc vous souffrez de troubles bipolaires. J'ai souffert de troubles bipolaires, oui. Moi, je vous remercie de me laisser témoigner. L'ambition derrière ce témoignage, c'était finalement de dire que oui, c'est compliqué, oui, c'est souvent long, mais on peut y arriver et il faut rien lâcher. Donc ça, c'était vraiment la raison pour laquelle je souhaitais participer à cette émission et je vous remercie de m'y avoir convié. Chez moi, le diagnostic du trouble bipolaire s'est assez rapidement imposé. J'avais environ 22 ans lorsque le trouble a été évoqué pour la première fois. La toute première crise, j'ai 16 ans. C'était une crise mélancolique, d'une noirceur extrêmement profonde, d'une violence et d'une difficulté très importante. Une crise qui m'a paru interminable, une crise pour laquelle j'ai refusé toute prise en charge thérapeutique. Je me suis complètement recroquevillée sur moi. J'ai perdu pied de la réalité et je me suis efforcée de rester là. Et je refusais vraiment l'intervention et l'accompagnement, y compris de ma famille et encore plus du personnel médical. Je voulais rien entendre. Je suis sortie de cette crise sans doute après un an et demi certainement. Et assez rapidement se sont enchaînées les crises maniaques. Au final, ou plutôt au détour de mes études, ces crises m'ont propulsée dans une hyperactivité cérébrale, une énergie inépuisable, un puits continu d'idées, de stratégies. C'était finalement 100% adapté à ma vie d'étudiante. Ça me convenait bien à l'époque. Et d'ailleurs, je réussissais plutôt très bien tout ce que j'entreprenais. Malheureusement, chez moi, cette énergie débordante finissait toujours par avoir raison de moi, en me poussant vers des états qui ne sont pas du tout moi. C'est-à-dire que de l'hyperactivité cérébrale et physique se développait de l'agressivité, de la virulence, de l'impatience et de l'exigence à l'égard des autres. Et bien souvent, cet état physiologique général me faisait vraiment déborder vers une violence à mon égard qui était très importante. J'aime bien rebondir sur le mot état physiologique. Je vais revenir sur les stigmates. Non, c'est pas un état d'esprit qui passe de droite à gauche, c'est véritablement un état physiologique. On ressent véritablement dans son corps et dans son esprit le fait que les choses s'accélèrent, que les choses s'accentuent, que les choses soient dans l'extrême. C'est à la fois dans la tête et dans le corps, à l'intérieur de tous nos membres. Je peux même dire à certains moments que j'avais la sensation, tellement j'étais dans une hyperactivité globale, de ressentir le sang circuler dans mes veines. C'est vraiment, tout est décuplé, tout est à 300%. Quand je basculais sur ces états de violence, en fait, je cassais tout ce qui se trouvait autour de moi. Je me tapais la tête contre les murs, je m'arrachais les cheveux. J'ai jamais eu de violence à l'égard des autres, ni de ma famille, ni des personnes que je connaissais pas. Par contre, j'aime bien dire que les cuisinistes et les marchands de meubles étaient contents de me voir parce que je refaisais très régulièrement la décoration de tout mon intérieur.
Une grosse impulsivité qui rythmait mes journées et qui finissait, comme je disais, par se retourner contre moi-même. Au final, le constat, c'est que dans la longueur du diagnostic, moi j'ai lutté 10 ans contre le diagnostic. Je voulais rien entendre dire, ni de ma famille, ni des médecins. D'ailleurs, les médecins, je les croyais pas, ça ne m'intéressait pas, je voulais rien entendre. J'étais en fait dans un profond déni, je voulais rien entendre de cette pathologie. Heureusement, 10 ans après la première crise, un jour, le déclic s'est fait. J'ai douloureusement fini par accepter qu'il y avait tout simplement un problème chez moi et que j'avais peut-être un petit peu besoin d'aide. Derrière ça, s'en est suivi un parcours d'encore une petite dizaine d'années pour trouver un traitement adéquat et réussir à me stabiliser. Le mot, Stéphanie, que vous avez utilisé tout à l'heure, c'est le rétablissement. Ouais. Donc il faudra encore compter une dizaine d'années. Donc on fait le compte, hein, ça fait 20 ans. Bah voilà, j'ai 42 ans. Durant ces 20 ans passés, les impacts dans ma vie, ils ont été nombreux. Des impacts sociaux, des impacts professionnels, des conséquences aussi directes sur ma santé en général. Je dirais que ce qui a été le plus douloureux pour moi et ce qui reste aujourd'hui une cicatrice importante, c'est la réaction peut-être de ma famille. Certains membres de ma famille n'ont finalement jamais compris, m'ont tourné le dos. En prenant soin de coller sur mon front l'étiquette de la personne qui dérange. Ça a été aussi extrêmement compliqué de maintenir une activité professionnelle tout le long. Pourtant, je me suis battue et j'y suis arrivée. Je suis commerciale de métier et de formation et du coup, mes résultats commerciaux étaient toujours en dents de scie ou dans des là-haut, bien perché là-haut, la meilleure de toutes, ou alors complètement au ralenti, voire à l'arrêt, en fait, au gré de mes crises, hein, tout simplement. Donc, c'était assez compliqué. Surtout que c'est assez récent de pouvoir parler librement des maladies mentales, donc c'est un petit peu compliqué. Sans parler de l'incompréhension des collègues, qui ne sont que des collègues, et qui me voyaient rire aux éclats pour, quelques temps plus tard, fondre en larmes dans un quotidien. J'ai envie de dire qu'il ne faut pas minimiser non plus les soucis de santé qui sont directement liés aux troubles, des émotions démesurées qu'il faut constamment contenir dans un quotidien, des angoisses qui sont exubérantes, permanentes. Vivre constamment avec des angoisses dans son corps, c'est extrêmement difficile. Des TOC, des addictions et même des hallucinations à certains moments. On va parler de la lourdeur des traitements. Chez moi, ça a été compliqué de trouver la bonne alchimie. J'utilise mes mots, mes termes. Ça a été tellement compliqué que des fois, j'ai déjà eu des accidents, tellement les traitements me rendaient somnolente. Je me suis endormie au volant à plusieurs reprises. J'ai dû être déclarée inapte de mon métier de commercial parce que ça collait pas. Donc ça a été vraiment long, fastidieux, un long parcours du combattant. Alors c'est vrai que je pourrais vous partager ma vie pendant des heures, mais déjà on n'a pas des heures. Et surtout j'avais plutôt envie de surligner ou plutôt pointer le doigt vers l'avenir et vous partager ma vie d'aujourd'hui. Car même si le chemin, comme je le disais en préambule, il est long, il est compliqué, tout au bout du tunnel, il y a vraiment des super belles choses à vivre. Donc moi, je m'appelle Olivia, comme je vous le disais, j'ai 42 ans, je suis maman de 3 enfants, je vis en couple, ma vie va parfaitement bien. Je suis aujourd'hui stable depuis 5 ans. Je dirais que ma vie, elle est douce, elle est légère, elle est même peut-être un peu trop linéaire. En tout cas, ce dont je suis certaine, c'est que ce long chemin parcouru a construit la femme que je suis devenue, positive, courageuse et résiliente. Et finalement, si on me laissait le choix de refaire ma vie différemment, je suis pas sûre que je voudrais l'écrire différemment. Voilà. C'est un incroyable témoignage qui nous touche tous évidemment beaucoup, Olivia. Et justement, je crois que ce témoignage-là, vous allez nous le partager. J'allais le dire justement, Stéphanie. J'allais justement y venir. Et je crois que justement, ce témoignage, vous allez nous le partager au travers d'un spectacle. Voilà. Merci. Merci. Effectivement. Dites-en un mot, c'est important. Oui, effectivement, dans ce parcours de résilience, aujourd'hui, je me sens complètement stable, mais aujourd'hui, j'ai besoin de tourner ma vie vers les autres et j'ai besoin de partager mon expérience pour dire que tout est possible. Et du coup, ça s'orchestre par différents moyens, mais en l'occurrence, aujourd'hui, et dans l'ombre, on l'entend pas, il y a une personne qui s'appelle Stéphanie et c'est mon binôme et toutes les deux, en fait, on travaille activement sur un spectacle qui devrait voir le jour
si tout se passe bien, fin d'année 2023. Un spectacle où je mets mes mots en scène, un spectacle où j'utilise ma prose au service des émotions et où Stéphanie, qui est une danseuse professionnelle, va mettre des mouvements sur ces émotions qui sont comptées. Voilà. Eh bien Olivia, vous savez ce qu'on fera avec Stéphanie, toutes les deux, vous viendrez nous voir ici à la radio pour nous en parler au moment où ça va se faire, pour qu'on fasse la promo de ce spectacle. Merci beaucoup. On sera ravis de vous accueillir et vous nous raconterez ce spectacle de nouveau ici à l'antenne. Je vous remercie. Un tout petit mot, et là je me tourne vers vous, Renaud Cohen et Benjamin Nasri. On parlait du partage d'expérience, c'est important, le partage d'expérience. Oui, je pense que c'est très important, puisque derrière les chiffres qui peuvent paraître graves et qui sont graves de la maladie, on a parlé de 15% de suicides, on a parlé de 2,5% de la population, derrière, je pense que c'est important de passer ce message d'espoir, qu'avec un traitement bien conduit, tant médicamenteux, tant pharmacothérapeutique, on peut s'en sortir, on peut vivre avec. Et je pense que c'est important de faire passer ce message. Et on a eu un joli témoignage qui nous en a donné la preuve. Renaud Cohen, un mot là-dessus ? Oui, tout à fait. On peut jamais totalement guérir de la maladie. En général, si on souffre d'un trouble bipolaire au sens classique du terme, on guérit jamais, mais on peut vivre tout à fait stabilisé avec un traitement et arriver à avoir une vie la plus riche possible, du moins on l'espère. Si je peux me permettre, on en sort finalement plus fort. Mon conjoint va très bien et mes enfants sont en pleine santé et débordent d'énergie, sont d'ailleurs un peu fatigants. Donc c'est pas si linéaire que ça la vie. Il y a les enfants à la maison, faut les gérer. Merci beaucoup Olivia. Merci. Stéphanie, on finit cette émission avec deux petites choses. Je crois que vous vouliez nous parler d'un documentaire que vous avez vu sur France Télévisions la semaine dernière. Un petit clin d'œil à l'émission Infrarouge qui est présentée par Marie Drucker la semaine dernière sur France 2. En fait, qui présente le témoignage. Elle s'appelle Nos folies ordinaires. Le témoignage de 4 personnes qui vivent avec des troubles psychiques, qui témoignent de leur quotidien entre les préjugés à leurs égards et aspiration à une vie heureuse en dépit de la maladie, avec un focus sur le rétablissement dont on a beaucoup parlé aujourd'hui et la pérédance. Donc voilà, je voulais vraiment faire un petit clin d'œil Application là-dessus. France.tv ou sur internet France.tv pour voir en replay ce documentaire. Exactement. Et puis la deuxième information et la dernière de la journée. Oui. Déjà, malheureusement. Oui. Le 25 avril, suivez-nous pour la prochaine émission Full Santé Mentale qui aura pour thématique le deuil, avec un focus sur le deuil périnatal. Et notre phrase pour l'émission, c'est comment lever le tabou. Très bien, on en reparlera donc dans un mois. Stéphanie, Marie-Paul, merci de m'avoir accompagné dans cette émission. Merci beaucoup. Merci à nos invités. Benjamin Nasri, je rappelle que vous êtes le président de Alipsy, association Lorraine des internes en psychiatrie. Renaud Cohen, vous êtes neuropsychologue au centre expert des troubles bipolaires porté par le CPN. Et enfin, merci Olivia d'être venue nous raconter vos témoignages. Et je vous attends très vite à l'antenne pour nous parler du spectacle qui sortira très très vite avec votre amie Stéphanie. On sera très heureux d'en reparler ici sur RCN. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci on vous souhaite à tous une 3. très bonne fin de journée et à dans un mois pour un prochain Full Santé Mentale. À bientôt tout le monde. À bientôt.